La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les commentaires autour des chiffres du scrutin du 17 mai dernier. 48 heures après le vote, ce sont les scores et les grandes tendances qui préoccupent les candidats et l'ensemble des formations politiques. Dans les états-majors des 5 partis en compétition, on fait feu de tout bois pour avoir les résultats des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Narcisse Alossé est allé faire le constat et nous vient avec plus de détails pour le début de ce journal. Et puis, la question de répartition des sièges continue de faire des vagues avec surtout la polémique autour des fameux 10% exigés par le code électoral. Les interprétations pleuvent de toutes parts. Au lendemain du scrutin du dimanche dernier, l'honorable Louis Vlavonou était le député initiateur de cette loi au Parlement. Il nous explique la philosophie qui accompagne son adoption. Vous l'entendrez dans un instant. À suivre également le message de la ministre de l'Industrie et du Commerce au sujet de la journée internationale de la métrologie. Comme vous le savez, les normes sont à l'honneur le 20 mai de chaque année et le Bénin se veut aussi exigeant et respectueux des mesures. Nous entendrons l'invite de la ministre Sadia Assouma avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. L'actualité nationale est essentiellement dominée par la politique et nous allons ouvrir le bal avec les réalités dans les états-majors des formations politiques en compétition. 48 heures après le vote, chacun des partis se préoccupe des chiffres envoyés par les coordonnateurs sur le terrain. C'est du moins le constat fait par une de nos équipes de reportage qui a sillonné les partis, sinon les sièges des partis politiques en lice pour ces élections communales et municipales. L'équipe est conduite par Narcisse Alossé. Voici son compte rendu. Le lendemain du scrutin du 17 mai dernier, au siège de l'Union progressiste à Cotonou. Je suis en train de voir, est-ce qu'on a eu tous les résultats à MCD? Eh bien, balancez-moi ça aussi. Sous les yeux de la directrice de l'administration, un groupe de personnes scrute les chiffres issus de l'opération de vote à l'aide d'une plateforme. C'est une plateforme qui reçoit les éléments des circonscriptions électorales que sont les arrondissements. Nous sommes organisés, nous avons 546 arrondissements. Nous sommes organisés avec une équipe d'une demi-douzaine de jeunes, ça fait 2 jeunes par département, qui reçoivent les informations, qui transitent en fait par une plateforme gérée par un technicien qui est là. Dans la salle voisine à celle-ci, le superviseur général de l'exercice de compilation des chiffres multiplie les appels téléphoniques, non sans aléas. Le septentrion est difficile à joindre parce que le réseau ne passe pas bien. Il faut essayer plusieurs fois avant que tu puisses tomber sur un coordonnateur. Des fois, par exemple, ce que je viens de faire là maintenant, le coordonnateur est injoignable, le rapporteur est injoignable. C'est quelqu'un du groupe, du bureau qui a été joint maintenant. Conséquence, il restait encore une dizaine de communes dont les résultats ne sont pas connus ici jusqu'à l'après-midi de ce lundi 18 mai 2020. Mais les premiers chiffres bruts sortis des bureaux de vote augurent d'une grande performance du parti au logo Baobab. Et les conversations au téléphone l'attestent. Félicitations à nous tous. Et merci pour le travail fait. Ça n'a pas été facile. À quelques kilomètres d'ici, le siège de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ici aussi, le dispositif est en place jusqu'en début de soirée de ce lundi. Alors, je ne peux plus vous dire que nous sommes à un peu plus du tiers de compilation parce qu'il a fallu hier soir qu'on centralise ce qui vient de partout. C'est par les mails que les résultats nous parviennent. Nous avons créé une salle où tous les mails sont reçus, ainsi que les éléments physiques qui viennent du sud. Du nord, c'est surtout par les mails, en attendant que les éléments physiques ne nous parviennent. C'est après avoir reçu tout ceci par rapport à un département que nous commençons par compiler. Jusqu'au départ de notre équipe de reportage, les discussions se faisaient encore autour des derniers chiffres reçus ici. Où à Godomain? À Godomain. Et à Calavi? À Calavi? Je parle à Calavi centre. C'est le BR. C'est le BR qui a pris la tête. Et après le BR. Après le B, c'est UP. Après UP,
C'est UDBL. Toujours troisième position. Au niveau du parti Force Kori pour un Bénin émergent, en revanche, les choses sont allées un peu plus vite. Avant la mi-journée de ce lundi 18 mai, tout a été compilé et rangé. Oui, nous avons globalement toute la situation. Ce qui est certain, c'est que nous sommes parmi les formations politiques éligibles pour avoir des maires, des conseillers. Donc les autres calculs continuent. Nous allons pouvoir dégager avec des simulations le nombre de conseillers par commune. Constat presque similaire au siège du bloc républicain. C'est une salle de compilation et de traitement des résultats sans ses occupants habituels qui nous a accueillis. C'est tout un mécanisme qui a été mis en place. Nous avons essayé de couvrir l'ensemble du territoire national et dès 16h, 17h, le dimanche, les informations ont commencé par remonter vers nous. Le lundi, nous avons eu tous les chiffres et puis lundi matin, très tôt, nous savons déjà où nous en sommes. Et tout comme ceux du bloc républicain, les responsables et simples militants de tous les 5 partis politiques qui ont participé à ces communales 2020 ont encore les calculatrices en main, scrutant les chiffres en attendant la proclamation des résultats définitifs annoncés pour ce mercredi. Une grosse interrogation à la une de l'actualité ce soir. Que comprendre des dispositions du code électoral quant à la répartition des sièges aux partis politiques en lice pour les élections communales et municipales? Beaucoup se posent cette question et les interprétations foisonnent depuis le scrutin du dimanche dernier. Pour mieux comprendre la philosophie qui a guidé l'adoption de cette loi au Parlement, nous nous sommes rapprochés du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Il était en son temps le député initiateur de la loi. Suivons ici ses explications. En ce qui concerne l'interprétation qu'il faut avoir de l'attribution des sièges, je pense que la Cour suprême, qui est le juge suprême en matière électorale, dans sa décision en date du 18 février, a été claire. Dans son article 6, il a bien dit que dans le processus d'attribution des sièges aux listes éligibles, la Sénat tient compte de la totalité des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale considérée. Donc, c'est à ce niveau qu'il y avait beaucoup d'interprétations. Je ne voudrais pas réinterpréter, mais je voudrais juste faire remarquer qu'il y a d'abord, conformément à ce que la Cour suprême a eu à dire, qu'il y a d'abord un premier filtre de 10% au plan national, et il y a un second filtre au niveau de la circonscription électorale qu'est l'arrondissement, et à ce niveau, il faut tenir compte de la totalité des suffrages exprimés. Donc, il n'y a pas polémique. Mais je voudrais revenir sur la philosophie du code électoral. En tant que porteur de la loi, je peux vous dire que tout ce qui est du domaine de la réforme du système partisan concourt à avoir des partis véritablement nationaux et faire en sorte que les partis régionaux, les partis de clans, les partis de famille et autres semblables puissent disparaître.
Et comme je vous le disais il y a quelques minutes après la tenue du scrutin du 17 mai dernier, les commentaires se poursuivent sur les grandes tendances, mais c'est surtout la répartition des sièges qui prend le devant des débats. Les vives réactions actuellement tournent autour des fameux 10% à obtenir sur le plan national. L'affaire fait grand bruit et suscite polémique. Ce matin, donc, sur votre émission Actu Matin, un expert des questions de la décentralisation apporte son éclairage sur le sujet. On va écouter à nouveau Franck Kiniva. La Cour dit, oui, vous avez voulu dans votre première interprétation, lorsque on va calculer les suffrages valablement exprimés au niveau national et qu'on saura les listes qui n'ont pas pu obtenir 10% de ce suffrage, de ce chiffre de suffrage valablement exprimé au niveau national, on va éliminer ces listes-là du partage des sièges, mais on va aussi éliminer les suffrages que ces listes-là ont obtenus dans leur arrondissement, dans leur circonscription électorale. Et la Cour intervient pour dire, vous ne pouvez pas éliminer ces suffrages-là parce que vous auriez manqué de considération à ces électeurs qui font partie du bloc détenteur de la souveraineté nationale. Donc, c'est en substance ce que la Cour a dit. Et ça aura des conséquences. Parce que, dans un premier temps, en l'interprétation de la Sénat, qui pour moi, je suis rien, pour moi semble la plus pertinente, va permettre fondamentalement d'être en cohérence avec la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne. Mais l'interprétation de la Cour amène la Sénat à se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas attribuer des sièges parce que, justement, si vous regardez la solution que la Sénat a dû développer après la décision de la Cour, c'est que la Sénat dit maintenant que si dans un arrondissement, une liste arrive à avoir 10% au moins des suffrages exprimés, cette liste-là, si aucune autre liste n'a 10% dans l'arrondissement, c'est la seule liste-là qui va prendre tous les sièges. Si on vote pour toi à hauteur de 12%, comment on peut expliquer que tu prennes tous les sièges? Ce n'est pas la sincérité du vote, ça, mais c'est l'interprétation de la Cour qui amène la Sénat à prendre cette disposition dans l'élaboration de ces algorithmes pour proclamer les résultats. Et donc ça, je pense que ce que la Cour a donné comme orientation, c'est vrai, ce n'est pas dénué de sens. La Cour est dans la logique de la réforme du système partisan. La Cour est rentrée dans l'ensemble des textes de loi qui avaient été pris récemment. Mais je crois que ceux qui ont conçu la réforme du système partisan veulent aller quelque part. Oui. Et les populations doivent comprendre ça. C'est visiblement la saison des commentaires et des interprétations. On verra ce que les prochaines heures nous réservent. Les résultats provisoires des élections du dimanche interviendront demain, mercredi. Mais en attendant, la structure en charge de l'organisation du scrutin fait les derniers réglages avant de fixer les candidats des partis politiques en lice sur leur sort. Ce mardi, dans la matinée, les agents de la Sénat ont réceptionné les toutes dernières cantines afin de compiler les résultats. Pour plus de précision sur cette phase des opérations électorales, je vous invite à suivre le directeur de la logistique de la Sénat, Rufin Kodjo, est au micro Canal 3 de Idriss Boukari. À l'heure actuelle, nous pouvons faire un bilan satisfaisant. Vous savez que nous attendons des arrondissements 1092 cantines, à raison de 2 par arrondissement. Alors nous vous parlons, toutes les cantines sont à la Sénat, à l'exception de quelques 4 ou 5 en provenance de la partie septentrionale, les zones les plus éloignées. Vous savez que les cantines de Cotonou arrivent rapidement, mais les cantines du Grand Nord, les zones éloignées, ça arrive un peu en retard. Donc pour l'instant, nous avons assez d'intrants, assez de PV pour commencer le travail à la salle informatique. Nous retenons comme stratégie d'envoyer au fur et à mesure les cantines à la Cour suprême. Je vous ai parlé de 1092 cantines, en fait, à raison de 646 pour la Sénat et l'autre moitié 646 pour la Cour suprême.
Alors, nous, dans le principe, les coordonnateurs d'arrondissement ne vont pas directement à la Cour suprême. Ils déposent toutes les cantines à la Sénat et à la Sénat maintenant de les router vers la Cour suprême. Nous n'attendons pas d'avoir le grand nombre, on les envoie au fur et à mesure. Si vous allez sur la cour de la Sénat, vous verrez qu'il y a des camionnettes qui sont là. C'est pour faire la navette entre la Sénat et la Cour suprême. Le procédé est retenu pour que la Sénat puisse faire une appréciation rigoureuse des suffrages engrangés au niveau des arrondissements par les forces politiques en compétition. Il a demandé au coordonnateur d'envoyer déjà par l'audiophonique, par téléphone, les résultats. C'est quand ils font ça qu'ils prennent la vote. Ce qui signifie que quand ils arrivent ici, seulement on fait une comparaison entre le procès verbal de compilation des résultats avec ce que le coordonnateur allait même déclarer par téléphone. Ces comparaisons sont faites au fur et à mesure et donc les chiffres sont à notre disposition. On va parler scrutin et santé au scrutin. Comme on le dit souvent, bleu bonnet, bonnet bleu. Revenant donc au scrutin du dimanche dernier et les éventuels risques de propagation du coronavirus, eh bien, le ministre de la Santé se veut rassurant. Il explique que des mesures ont été prises aussi bien par la Sénat que par son département ministériel pour veiller au respect scrupuleux des gestes barrières. Il précise par ailleurs que le gouvernement va poursuivre sa campagne de dépistage rapide de masse ciblée afin de permettre aux agents de la santé de prendre en charge à temps tous les cas suspects. Voici les explications du ministre Benjamin Humbati. Avec les recommandations fortes qui ont été faites, quand même, il y a eu vraiment une grande limitation au niveau de ces contacts. Donc, je ne pense pas que ça justifie qu'on se lance dans un dépistage massif à cause des élections. Au contraire, au cours des élections, avec les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, avec la circulation des agents de santé qui étaient partout, sur tous les points de vote, pour rappeler le respect de ces mesures de distanciation et des autres méthodes barrières, je pense qu'au contraire, cela a contribué à vraiment limiter ce brassage. Donc, il n'y a pas de raison qui justifie que le gouvernement, à cause des élections qui viennent de passer, se lance dans un dépistage systématique de masse. Dans le cadre des dépistages de masse, c'est les tests de diagnostic rapides qui sont utilisés et qui vont continuer à être utilisés. Mais attention, ça a un coût. Chaque test de diagnostic rapide, c'est pratiquement à 15 000 francs. Donc, il faut vous rendre compte. Si on doit dépister même ne serait-ce que 5 millions de Béninois, essayez de calculer le coût pour voir ce que ça implique. Je vous donnerai bientôt une image, vraiment une distribution, parce que nous avons fait la cartographie. Vous allez avoir une carte du Bénin sur laquelle est projeté tous les points où nous avons eu des cas avec le nombre de ces cas. Mais je l'avais déjà souligné à une occasion, c'est vraiment au niveau de l'ancien cordon sanitaire que nous avons une concentration des cas. C'est vrai que nous avons des cas épars dans d'autres départements, mais c'était vraiment une concentration de cas au niveau de l'ancien cordon sanitaire, ce qui justifie vraiment la décision que le gouvernement a pris dans son temps de mettre en place ce cordon sanitaire pour cerner, circonscrire la propagation. De 339 cas déclarés il y a quelques jours, les chiffres officiels des cas positifs au Covid-19 sont désormais de 130. La différence s'explique par la nature des tests réalisés. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ne reconnaît que les cas testés à la PCR pour lever tout équivoque et éviter les amalgames dans l'interprétation de ces nouveaux chiffres. Le ministre de la Santé a animé une conférence de presse ce mardi 19 mai 2020. Il avait à ses côtés pour la circonstance le représentant par intérim de l'OMS au Bénin. Le point maintenant avec Ulrich Gaba et Rachid Soubirou. Face à la presse, le ministre de la Santé donne les nouveaux chiffres relatifs aux cas confirmés du coronavirus en République du Bénin. La courbe vertigineusement ascendante il y a quelques jours est redescendue à 130. C'est le chiffre officiel validé par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, organe officiel mondial en charge des questions sanitaires, ne reconnaît pour le moment comme cas positifs confirmés que ceux issus des tests réalisés avec la PCR. Ainsi, au plan officiel, en application de cette directive de l'OMS, le Bénin compte à ce jour 130 cas confirmés de Covid-19 par la PCR. Cette nouvelle dynamique entraîne donc une diminution sensible des cas officiels confirmés d'infection à la Covid-19. Il ne s'agit nullement d'une manipulation de chiffres, encore moins d'un déni de crédibilité lié aux résultats des tests, dira le ministre de la Santé. En effet,
Les autorités béninoises donnaient les chiffres combinés des résultats des tests TDR et PCR. Mais l'OMS ne recense et ne prend en compte que les tests positifs à la PCR, ce qui explique la baisse subite de la courbe autrefois ascendante. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par les autres pays, même des pays qui sont en train de réaliser des tests diagnostiques rapides, ils ne communiquent que les données de la PCR. Cela fait qu'en voulant comparer, vous comparez des données du Bénin qui associent les diagnostics posés par et tests diagnostiques rapides et PCR à d'autres données qui ne sont que des données issues de la PCR. La deuxième chose fondamentale, l'OMS ne met pas en cause les tests diagnostiques rapides. Ce que l'OMS dit, c'est que pour le diagnostic, pour poser le diagnostic, il faut s'en référer à la PCR, c'est-à-dire la recherche même du virus. Mais les tests de diagnostic rapides permettent d'attester que la personne a été en contact avec le virus. Donc ce n'est pas le test qui est remis en cause. Donc, les 339 qui étaient communiqués par le gouvernement du Bénin associaient aussi bien les tests diagnostiques rapides, les tests diagnostiques rapides, que les résultats des PCR. Le ministre de la Santé est soutenu dans ses explications par le représentant de l'OMS au Bénin qui apprécie les prouesses réalisées par le gouvernement béninois depuis l'apparition du premier cas confirmé le 16 mars 2020. Loin d'être source de banalité, les autorités exhortent les populations à maintenir l'état de veille sanitaire à travers le respect des gestes barrières. La baisse des chiffres ne doit pas faire rentrer la problématique de cette pandémie dans la banalisation. Absolument pas. Et avoir un seul cas est déjà suffisamment grave. Il faut que nous continuions aussi à suivre les tendances. Ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui un cas de plus ou un cas de moins. Ce qui compte, c'est de voir les tendances. Est-ce que ça augmente? Est-ce que c'est stationnaire? Est-ce que c'est en diminution? C'est ça sur notre combat. Aujourd'hui, nous devons aussi continuer à adopter les mesures préconisées par le gouvernement, les mesures barrières, le lavage des mains, les distances entre les individus, le port de masques, toutes les mesures que le gouvernement a adoptées. Détecter les cas, suivre les contacts pour voir s'ils vont faire la maladie et ne pas se contaminer. Il faut surtout ça que chacun se dise que la maladie est là, tant qu'elle n'est pas finie dans toutes les communautés, elle n'est pas finie. Le gouvernement du Bénin rassure qu'il poursuivra ses tests de dépistage rapide pour mieux circonscrire le mal et anticiper sur les foyers de pandémie afin de mieux protéger les populations. Les dépistages massifs ciblés se poursuivent donc, mais désormais, seuls les cas positifs à la PCR seront déclarés. Santé toujours avec ce tout autre détail. Pour assurer l'état de veille sanitaire, le gouvernement s'active pour rendre opérationnels les laboratoires annoncés sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé explique la mission dévolue à chaque unité et les attentes du gouvernement en termes de rentabilité. Suivons ici un extrait des propos du ministre Benjamin Roupati. Nous sommes dans une dynamique de déployer le laboratoire sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les 12 départements, et parfois même renforcer certains départements avec des laboratoires. Ainsi donc, à ce jour, vous avez le laboratoire de fièvre hémorragique de Cotonou, qui a été le premier laboratoire fonctionnel, qui a eu ses capacités qui ont été démultipliées. Vous avez le laboratoire du CNHU également, qui est déjà opérationnel, donc 2 dans le littoral. Dans l'Atlantique, vous avez le laboratoire d'Alada, du centre de dépistage de l'UNICEF de Brûle d'Alada, qui est déjà opérationnel. Dans le département du Mono, vous avez le centre du CIPEC de l'Okosa, qui est opérationnel dans les heures à venir. Vous avez dans le plateau le laboratoire du centre de dépistage et de traitement de l'UNICEF de Buruli de Poubet, qui est opérationnel également déjà. Donc, si je prends la région méridionale, vous avez déjà 5 laboratoires qui sont opérationnels. Quand nous évoluons, vous allez à Parakou, vous avez le laboratoire du CIPEC de Parakou, qui est déjà opérationnel.
depuis près de 2 semaines et qui vraiment engrange la grosse masse des prélèvements qui sont au niveau de la région septentrionale. Vous avez le laboratoire de Kandi qui est opérationnel depuis 72 heures et depuis hier, le laboratoire de Nati Tengu est à pied d'œuvre pour être mis en service dans les toutes prochaines heures ou pour tous prochains jours. Dans les 2 semaines à venir, il y a les laboratoires de Djougou, de Savé et d'Abomey et d'Aplahoui et de Porte-Nouveau qui sont également mis en service. Donc, tout se passe bien. Nous avons en prévision 14 laboratoires qui doivent être fonctionnels et déjà nous en avons 7 qui sont totalement opérationnels et qui actuellement contribuent au diagnostic de la COVID-19. En ce qui concerne les sites de prise en charge, le site de l'école de police, de l'ex-école de police est totalement opérationnel. Le site d'Alada est totalement opérationnel également, ainsi que le site de l'Achia de Parakou. Les sites de Nati Tengu et de l'hôpital de Ndabomey Calavi sont en cours de finition. Mais en dehors de ça, il faut dire que chaque département a identifié des sites de prise en charge également où ils arrivent à assurer une prise en charge rapide et efficiente pour des cas non compliqués. Donc voilà un peu le panorama du déploiement des laboratoires et des sites de prise en charge. À l'instant, le ministre Benjamin Hunkpati en charge de la santé. Le 20 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la météorologie. C'est bien l'occasion pour plus de 80 pays de célébrer l'impact des mesures dans notre vie quotidienne. Le Bénin n'entend pas passer sous silence la commémoration de l'édition 2020 placée sous le thème « Les mesures pour le commerce mondial ». La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce s'est adressée à la nation dans le cadre des manifestations prévues à cet effet. On va faire court et suivre ici un extrait du message de Sadia Assouma. La Journée mondiale de la météorologie, faut-il le rappeler, est une manifestation annuelle au cours de laquelle plus de 80 pays célèbrent l'impact des mesures dans notre vie quotidienne. Le 20 mai est la date à laquelle se tient cette journée, qui célèbre l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875. Ce traité a permis de poser les fondements d'un système mondial des mesures cohérents, essentiels pour les découvertes et l'innovation scientifique, la production industrielle et le commerce international, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie et la protection de l'environnement. Chaque année, la Journée mondiale de la météorologie est organisée et célébrée conjointement avec le Bureau international des poids et mesures et l'Organisation internationale de la météorologie légale, avec la participation d'organisations nationales concernées par la météorologie. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de météorologie font évoluer en permanence la science de la mesure en mettant au point et en validant de nouvelles techniques de mesure selon le niveau de sophistication requis. Les différents laboratoires nationaux de météorologie, à savoir le laboratoire d'étalonnage, le laboratoire de température et le laboratoire de pression, entre autres, participent également à des comparaisons coordonnées par le Bureau international des poids et mesures, afin d'assurer la fiabilité des résultats de mesures dans le monde. Le Bureau international des poids et mesures offre un cadre de discussion à ses différents membres afin de relever les nouveaux défis de la météorologie. À travers la célébration de cette journée, la communauté internationale qui assure que les mesures peuvent être faites correctement à travers le monde essaie d'augmenter notre connaissance de l'importance et les avantages de la météorologie, la science de la mesure et de ses applications. Le thème choisi pour l'année 2020 est le suivant: les mesures pour le commerce international. L'objectif étant de promouvoir le rôle important que jouent les mesures pour faciliter un commerce mondial équitable, garantir la conformité des produits aux normes et réglementations et satisfaire les attentes des clients en matière de qualité. Cette année, le gouvernement béninois entend associer cette science qu'est la météorologie à la fiabilité des instruments de mesure de température, tels que les thermomètres infrarouges et les thermomètres laser utilisés dans le cadre de lutte contre le Covid-19. Tous ensemble,
Célébrons la Journée mondiale de la métrologie, édition 2020. Les universités publiques et privées du Bénin ont repris vie depuis le 11 mai dernier. Dans le contexte actuel marqué par la crise du Covid-19, les cours sont dispensés aux étudiants via les plateformes numériques. À l'École nationale supérieure des biocentres et biotechnologies appliquées de Dassa, la communauté universitaire s'est mise au pas. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur s'y est rendu pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Le point de sa descente dans ce reportage. Les cours ont à nouveau repris dans nos universités nationales et privées. Et pour se convaincre de cette relance des activités pédagogiques, une équipe conduite par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendue à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA de Dassazoumé. Le centre universitaire est effectivement réouvert avec d'importantes mesures de protection prises contre le coronavirus. Nous avons acquis une dizaine de dispositifs de lave-mains à pédale. Au niveau du bloc administratif, nous en avons devant chaque classe, chaque laboratoire pour les filières qui ont démarré. Nous n'avons eu aucune difficulté à les disposer un étudiant par table dans une disposition zigzag, de sorte qu'il y a un minimum d'1,50 m qui sépare deux étudiants assis dans une salle. Vous l'avez constaté aussi, ils sont tous en masque, aussi bien les étudiants que les enseignants et le personnel administratif de soutien. À l'ENSBBA de Dassa, les étudiants des différentes spécialités qui sont en effectif réduit sont répartis dans plusieurs salles. Les cours sont dispensés sur des supports numériques et physiques mis à leur disposition pour leur faciliter l'apprentissage. Quant aux apprenants des filières à gros effectifs comme la chimie, biologie, géologie, ils suivent les cours depuis leurs ordinateurs ou smartphones. Les thématiques sont expliquées en visioconférence par les professeurs. Ceci conformément à un emploi du temps réaménagé. En plus des explications en ligne, ces étudiants peuvent également télécharger les cours et travaux dirigés sur la plateforme e-learning à travers le portail étudiant.bj. Les petits effectifs sont au cours. Les grands effectifs, quant à eux, nous avons tout à l'heure avec le directeur et le vice-recteur qui est avec nous, demandé au comptable d'aller acheter de crédit dans les 3 modems. Le modem des étudiants sera exploité par ceux qui sont en CBG. Le modem du personnel administratif sera aussi utilisé par les étudiants de 2 écoles. Et sur le modèle des enseignants, certains étudiants donc de 2 écoles également pourront l'exploiter. Voilà ce que nous venons de faire en attendant que l'équipe du ministère du numérique et de la digitalisation ne passe. Démarré après plusieurs semaines de congés prolongés pour cause de la pandémie du Covid-19, ces cours repris vont durer 1 mois et demi au plus et seront immédiatement suivis des évaluations finales. On quitte Dassa pour le Borgou. Les filières techniques et autres filières porteuses sont exposées à la communauté scolaire du collège technique privé Don Bosco de Parakou. Les filles étaient essentiellement la cible de cette séance de travail avec l'accompagnement des femmes techniciennes et chefs d'entreprise. La finalité de la rencontre est d'amener les filles à choisir des filières techniques qui garantissent un avenir responsable. Précision maintenant, Lukman Orucheou et Aboubakar Doko. Promouvoir l'accès des filles à l'éducation et à l'enseignement technique. C'est l'objectif de cette séance de sensibilisation et d'échange organisée par le collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. À travers cette rencontre, les initiateurs veulent titiller la gente féminine à s'intéresser à ce type de formation, aussi maintenir et rassurer celles qui s'y adonnent déjà, ceci partant d'un constat. Avec 700 élèves, nous n'arrivons pas à 70 filles dans l'établissement. Alors ce que nous trouvons faible, et nous pensons que dans notre charisme de Don Bosco, on a voulu former les jeunes. Et les jeunes, c'est des filles et des garçons. Donc nous disons qu'il faut donner aussi plus de chances aux filles. Soit en faisant la promotion des métiers que parfois on considère des métiers masculins, soit aussi en créant des métiers plus favorables aux filles. La gestion de la vie professionnelle et celle du foyer, ainsi que le harcèlement en milieu de formation ou de travail,
Aucun aspect n'est occulté dans les échanges. Des personnes ressources nanties d'expérience ont prodigué de bons conseils aux jeunes apprenantes pour la suite de leur formation technique et de leur insertion professionnelle dans la vie active. Tu peux vouloir aller travailler et ne pas préparer à la maison. Ton mari va rentrer, il va rester affamé. Et c'est quelque chose qui peut déranger dans le foyer. Et aussi au service, il y a des gens qui vont vouloir te déranger, te faire la cour. Et si tu ne sais pas ce que tu es parti chercher, tu vas te laisser faire avec tout le personnel. Des messages bien reçus par les apprenantes qui entendent les mettre en pratique. Les femmes, nous maintenant comprenons qu'il faut vraiment se donner pour gagner sa vie. Que ce n'est pas tout ce que tu veux que l'homme fait pour toi. La séance est très très bonne pour moi. Satisfait aussi des différentes réactions, les organisateurs entendent agir davantage pour changer la perception que la société africaine, notamment béninoise, a des métiers dits masculins. Et cela passe par des formations techniques enseignées au collège privé Don Bosco de Parakou, sans aucune distinction de sexe. Voilà, c'est sur cet élément nous venant de Parakou que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme c'est devenu une certaine tradition, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.